Bonjour tout le monde, c'est parti pour environ 30 minutes de podcast en compagnie d'Alexandre Durand et de Princesse Déa pour parler d'histoire de même. La team premier degré, elle fait quand même très plaisir parce qu'elle peut vite s'emballer. Voilà, elle, Ah oui. ne connaît pas trop, elle ne comprend pas l'ironie, elle ne comprend pas le second degré, elle est très très sérieuse, elle a peu d'humour et donc sur un sujet un petit peu touchy comme on dit, la team premier degré peut vite nous assassiner dans les commentaires en disant qu'on est affreux, qu'on manque de respect, qu'on ceci, qu'on cela, alors qu'en fait on voulait juste faire une blague. Voilà. En fait on voulait juste faire une blague. Voilà. Dramacast, le podcast du drama libre. Alexandre Durand est enseignant dans un lycée professionnel en Île-de-France. C'est un ancien artiste plasticien. Et c'est en 2019 qu'il commence à dédier une partie de son temps libre au mème. Ces images accompagnées de textes humoristiques qui déferlent depuis des années sur le web. Cette activité a pris de l'ampleur en 2021. Eva, alias Princesse Déa, est devenue la directrice artistique du compte d'Alexandre. Elle est également la créatrice du compte Aimer le sticker. De fan numéro 1 des créations du memeur, elle est devenue un élément pilier de la création de ses publications. Alexandre était initialement présent sur Instagram pour mettre en avant ses sculptures et installations artistiques. De fil en aiguille, son compte s'est transformé en une antre réservée aux mèmes sur l'actualité et la politique. À ses débuts, il publie ses créations sur les comptes de Nurshi sur Facebook, ainsi que sur la page BF Meme. Mais Nurshi, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi changer de réseau social pour diffuser ses mèmes? Quand je parle d'Enorchi, en fait, c'est Enorchi sur Facebook. Mm. C'est-à-dire, voilà, on va dire, à un moment, il y a eu l'émergence un petit peu de plein de communautés privées, voilà, qu'on appelait d'Enorchi, qui au départ vient du mot chiné et qui étaient des groupes où des gens se partageaient des images ou des informations, souvenant qui venaient des États-Unis ou du Canada et qui repartageaient des contenus, soit d'actualité, mais aussi donc des mèmes. Voilà. Et en fait, c'était des groupes qui, au départ, donc, chinaient à gauche, à droite des images, des trucs, des actus, des trends qu'il pouvait y avoir aux États-Unis et à l'étranger. Et petit à petit, le confinement aidant, tous ces contenus sont devenus, n'étaient moins en fait du chinage, j'ai envie de dire, mais plus de la création, avec un certain nombre de gens qui se sont mis donc à faire des mèmes. Et toute une communauté qui s'est créée donc autour de ces communautés privées, l'énergie, où il fallait s'inscrire, demander un truc d'adhésion, etc. Donc voilà. C'était des groupes en Donc fait, groupe Facebook. Mais tu avais des voilà. nurseries d'absolument tout, nurseries d'actu, des nurseries de certaines émissions, des nurseries de tickets de caisse, des nurseries de tout et n'importe quoi en fait. Voilà. Il y avait nous, on avait fait un groupe qui s'appelait Surdev, Nursery d'objets surdéveloppés, où en fait, c'était pas du tout des mêmes, mais on répertoriait tous les objets qui étaient totalement incongrus, hyper high-tech, qui servaient à rien et qui coûtaient une fortune. Génial. Donc, et en fait, ce groupe marche encore pas mal. Bon, bah, on avait fait aussi un groupe un petit peu plus de gauche où on se moquait des droitistes. Voilà, donc Nursery droitiste. Il y avait un groupe aussi qu'on appelle Nanti-Mème, qui sont des mèmes, mais voilà, c'est un truc un peu spécial, un peu de niche, j'ai envie de dire. Aux alentours de 2021, il y a eu une espèce de rupture, de cassure au niveau de la modération de Facebook. Voilà, Zuckerberg et toutes les IA qui sont arrivées pour la modération nous ont complètement shadow, comme on dit, invisibilisés. Et on passait de une image qui était postée, on arrivait tout de suite à peut-être 10 000 personnes, 10K qui avaient vu l'image, mais à peu près peut-être 10% de React dessus. Et en l'espace de quelques mois, on est passé à 2K, voire 1K, voire 500. Voilà, les groupes ont été complètement invisibilisés par Facebook. D'où ton passage du coup à Instagram. Voilà, c'est ça. Et en fait, pour en revenir donc à BF même, qui est une page Facebook et qui est devenue donc une page Insta et en même temps une page sur Twitter. Au départ, cette page avait été créée pour qu'on récupère les meilleurs mèmes qu'il y avait sur Nurshi d'actualité. Voilà, ceux qui avaient fait le plus de réac, on le basculait sur BF même. Et du coup, Nurshi d'actualité s'essoufflant et perdant le BF même est devenu de plus en plus une page à part entière
notamment sur Insta et sur Twitter. Et en fait, globalement, c'est la petite communauté de modérateurs et d'administrateurs de Nurshi d'Actu qui fournit le contenu. Voilà. Alors, du coup, c'est quand même un contenu qui est quand même orienté assez à gauche, même si certains dans la modération essayent de dire le contraire. Mais l'idée au départ, c'était de singer des informations de BFM. Voilà. Et en fait, petit à petit, c'est devenu voilà, un groupe de mêmes qui parle d'actu et qui essaye d'avoir un esprit assez critique. Et alors radical, non, puisque dans le sens où on est de plus en plus coincé par la modération. Bon, là, je me rends compte on parle, mais en fait, un mème, c'est quoi? Et ça vient d'où? Alors, un mème, en fait, c'est une image, ce qu'on appelle un template, qui est réutilisable et qui est connu avec une certaine, comment, une certaine expression au niveau comique ou avec une chute qui est prévisible. D'accord? Donc, on utilise des images neutres qui sont connues et qui vont être assez explicites dans la situation et dans la chute. Et ensuite, ces images, on va coller dessus du texte qui va être en fonction de ce qu'on veut exprimer. Voilà. Donc, on appelle ça un mème puisque c'est des images que tout le monde reprend, qui sont répétitives, qui sont donc parce que le terme mème, je crois, ça vient d'un truc scientifique, de quelque chose qui se reproduit à l'infini et qui tourne à l'infini. Cette idée de mème, c'est des images euh, qui n'appartiennent à personne, qui sont presque du domaine public et qui tournent. Et en fonction de ce qu'on veut exprimer, on récupère ces images et dessus, on pose des textes, des captions. Voilà. Qui peuvent traiter d'actualité, qui peuvent traiter de ton humeur du jour, qui peuvent être des private jokes, etc. Alors, l'origine maintenant de ça, ça vient en fait des premiers groupes de geeks et de joueurs en ligne, voilà, qui tournaient ben, sur jeuxvideo.com en France, mais sur les chatbots aussi qu'il y avait aux États-Unis, pour le chat. Voilà. Et donc, en fait, c'est des gens qui jouaient en ligne sur des jeux, les jeux de base de l'époque, Counter-Strike, des trucs comme ça, hein, ça date, hein, les années 90-2000, quoi. Et qui en même temps étaient donc sur un groupe de chat, 4chan, et qui, en fonction de la situation de jeu, se foutaient de la gueule du joueur qui avait planté son niveau, qui était tué, qui était mort, qui n'arrivait pas à passer le niveau, qui s'était fait avoir par le pote de derrière. Et de fil en aiguille, en fait, ils récupéraient des images avec des personnages typiques qui réutilisaient et qui se foutaient de la gueule donc des gens et qui disait voilà, le joueur 4800 Killerman 8000 s'est fait encore avoir par Dorothée Bellecuisse 8700, tu vois. Il y a aussi des images qui deviennent des templates, c'est-à-dire que dans l'actu, soit des images d'actualité vont être détournées aussi. Il y a aussi le fait de détourner l'image Ouais, de sa ouais, fonction maintenant, principale pour en faire une satire, on va dire, pour lui ouais, donner un voilà, autre sens. maintenant. Et Mm. donc au départ, ça vient de ça. Et en fait, au bout d'un moment, eh ben, sur certains gros sites et grosses communautés d'échanges, il s'est avéré que ces gens-là se sont quand même vachement développés, ont eu quand même un certain contrôle de certains réseaux avant Facebook, etc. Alors, je ne sais pas, des trucs sur MSN, par exemple, ou encore 4chan. Et en fait, une grosse communauté qui avait un peu l'ascendance, qui contrôlait un peu les choses et qui ont commencé de plus en plus à s'intéresser à la politique. Et en fait, est arrivé 2016, l'avènement de Trump et un certain nombre de conseillers en communication de Trump qui ont vu un vrai potentiel avec cette espèce d'outil qui était au départ un truc de niche. Parce que le même, ça concernait que les geeks à propos de jeux vidéo ou, voilà, ou des histoires dans les lycées. Ils se balançaient des trucs en disant un tel a pas réussi à draguer machine. Voilà. Et ça a commencé à être approprié par la droite. Voilà. Et par les Trump. Voilà. Donc, le mec, c'est Steve Bannon, voilà, qui a vraiment compris l'intérêt politique et communicationnel des mèmes, notamment sur les réseaux. Et donc, ça a commencé à éclater un petit peu comme ça, avec la droite qui se foutait de la gauche, qui se foutait des woke.
Voilà, tout le mouvement woke aux États-Unis est arrivé de là. Et donc, tout ça, petit à petit, est arrivé en France, comme d'habitude, avec du retard, dans ces petites communautés anarchies. Ce genre de support, là, le même, est totalement adapté à ce nouveau système de communication. Voilà. Il y a eu la télé, il y a eu les journaux, il y a eu le réseau des galeries, il y a eu les fanzines, et là, il y a les réseaux. Et c'est vrai que euh, il y avait McLuhan, un philosophe célèbre, hein, expliquait que medium is a message. C'est-à-dire que en fonction du média, on va adapter le message. Voilà. Et le même est parfaitement adapté. Et donc, ce même adapté, moi, me permet d'avoir une démarche politique et effectivement, je ne vais pas dire d'instruire, mais en tout cas d'essayer d'amener un certain nombre d'informations à des gens qui ne vont pas regarder France 2. Et donc, effectivement, d'avoir une démarche pédagogique. Voilà, c'est le canal d'information idéal. Des flemmards. Voilà, des grands feignants. Dans son explication, Alexandre nous dit que ce sont des images qui sont presque dans le domaine public. Ça tombe bien, la question des droits d'auteur était justement un sujet que je souhaitais aborder avec lui. À quel point peut-on utiliser des images et les modifier pour ensuite les rediffuser sur le net? N'est-on pas limité par les droits d'auteur? Et qu'en est-il lorsqu'un mème est repris et diffusé par quelqu'un d'autre par la suite? Et en fait, c'est un non-sujet. Ok. Pourquoi c'est un non-sujet? Parce qu'en fait, le droit à l'image est lié à un revenu, au fait que avec cette image, toi, tu vas percevoir une rémunération. D'accord? Et donc, le principe du même et tout le boulot qu'on peut faire n'amène aucune rémunération, si tu veux. Donc, à partir de là, il n'y a pas spécialement de droit à l'image, dans le sens où la personne qui va faire le même va le poster, mais va avoir aucun retour par rapport à ça. Même cette idée de monétisation, etc., c'est quand même pour l'instant un vrai fake. Donc, le droit à l'image, donc c'est un faux sujet dans le sens où le memeur, pour l'instant, ne gagne pas d'argent. Alors, à quelques exceptions près, mais en fait, ils sont quand même peu nombreux, on va dire. De plus, en fait, ce droit à l'image doit être contrôlé par la GESA. Donc, c'est un organisme en France d'État ou aux États-Unis, c'est un autre truc, qui doit en fait contrôler tout ça. Et en fait, il y a un tel débit, il y a une telle quantité d'images qui tournent et qui sont récurrentes que en fait, ce contrôle de droit à l'image, le contrôle juridique administratif est hors temps. On est dans deux espaces-temps différents. L'espace du même de l'image qui va être diffusée, qui va tourner un jour, qui va tourner 2 jours et qui va disparaître, et l'administration qui va enclencher une procédure sur une image voilà, que tout le monde a oublié il y a quelque temps. Est-ce que tu crois que ça, c'est Donc, parce qu'ils ont trop à faire avec enfin, ils ont trop à batailler avec ceux déjà qui utilisent des images pour faire du fric et que du coup, ils prennent pas ce temps-là? Ou est-ce que quand même, imagine un jour on fait un mème avec l'œuvre d'un artiste et il vient nous dire, ouais, vous avez utilisé mon image, etc. Mais moi, je suis graphiste, il faut me citer, blablabla. Ça pourrait quand même nous arriver, non? ouais. Mais c'est différent, parce que là, on est dans qui a réalisé, a fabriqué l'image. Et là, nous, dans le même, on ne fabrique pas l'image. On récupère des templates. Voilà. Des images qui ont théoriquement un droit à l'image, parce que souvent, ça peut être des illustrations, etc. Mais comme il n'y a pas une démarche commerciale de notre part, il n'y a pas toute cette procédure-là. Voilà. En plus de ça, on peut aussi targuer plutôt le fait que c'est une démarche artistique. Souvent, c'est dupliqué, mais c'est pas reproduit en série. Et donc, ça rentre sous le coup de la liberté d'expression, blabla. Donc, si le même, j'utilise une illustration et que je vais l'imprimer sur des toiles et que je vais le vendre à 200 exemplaires à 1 000 € le tirage, là, il y aurait cette question du droit d'auteur. Mais qui va contrôler? On laisse aussi un peu filer puisque ça permet d'amener. Je me souviens là, donc, du template célèbre de l'homme distrait, voilà, du gars qui est avec sa copine et qui se retourne sur l'autre meuf. Bon, ben, c'est des gens qui, du coup, ont fait plein de photos, plein de suites à ça, plein de clichés, plein d'espèces de romans photos, magazines branchouilles.
Et qui en plus, l'image a été vendue là, chez Snozbees ou je sais pas quoi, en NTFS là, en NFT. Et donc, ils ont en plus récupéré des sous sur le truc. Il Voilà, y a aussi donc il y a ça aussi. ce mec qu'ils ont retrouvé là, je sais plus quelle nationalité, le mec aux cheveux blancs avec l'espèce de sourire totalement figé là, je sais pas si Ah t'as le oui, nom oui, en tête Alexandre, Avec mais sa tasse. le voilà, Suédois. avec la tasse, et lui en fait, du coup ils sont allés le chercher, le voir, il dit ouais, vous êtes au courant, vous êtes un mème et tout, et en fait tout le monde connaît sa tronche, et lui était même pas au courant qu'il était que c'était un template en Célèbre sur fait. la toile. Bon, là, on a parlé de mèmes ultra connus. Mais pour nos deux mêmeurs, qu'est-ce qui fait qu'un mème est un bon mème? Eva nous rappelle qu'un mème n'est pas forcément politique et satirique, qu'il peut et est souvent juste une mise en situation du quotidien. L'important pour elle, c'est que le mème soit efficace, qu'on le comprenne en un clin d'œil. Ce qu'elle a apprécié chez BF Meme, c'est justement cette manière directe d'aborder l'actu. Et je la rejoins d'ailleurs sur le fait que c'est une solution sympa pour se tenir informé en rigolant, parfois jaune, plutôt que de scoltiner le JT de 20 heures. Allez, je vous laisse écouter leur vision du bon mème. Le bon mème. Le mot même, c'est déjà. Alors, moi, en l'occurrence, je suis quand même beaucoup dans l'actu. Donc, pour moi, le bon mème, c'est déjà la bonne actu. Voilà. C'est de la placer quand même, de placer ce mème dans cette actu de façon relativement rapide. Donc, c'est déjà une bonne actu, bien placée. Trouver un angle de l'actu qui va permettre aussi d'avoir un certain potentiel comique ou sarcastique, ironique. Et ensuite, de trouver, et ça c'est ce qui a sans doute de moins évident, un bon template, donc une bonne image, qui soit connue, qui est dans le registre des images sur lequel on peut piocher pour adapter la situation, en utilisant le ressort comique de l'image, ou à ce moment-là, eh ben, de prendre cette image, d'essayer de la modifier, de la mettre et de l'adapter à l'angle d'attaque qu'on voudrait avoir. Voilà. Maintenant, le bon mème, c'est aussi, comme le disait ma chère princesse Déa, une image qui se calcule vite, qui s'appréhende très vite, avec une caption qui est efficace, et voilà, ce ressort comique est tout de suite voilà, appréhensible rapidement. C'est ça, sans trop se torturer la tête. Tout en essayant de trouver un angle d'attaque et quelque chose de pertinent. Après, moi j'aime aussi beaucoup les classiques art mèmes, donc une catégorie de mèmes en fait qui reprend des vieux tableaux, des vieilles œuvres, un peu qui peuvent être un peu classiques, un peu type Renaissance ou un peu rococo, et qu'on transforme parce qu'il y a souvent des expressions de visage dans ces vieux tableaux ou des scènes. Euh, te- des scènes soit un petit peu grandioses, soit des expressions de visage hyper précises, etc. Et ça, avec une bonne caption, ça marche très bien. Et ce que j'aime, c'est le décalage entre voilà, de coller une caption moderne et d'actu sur un très vieux template. Ça, j'aime beaucoup. Et du coup, ce qui me plaît aussi pas mal dans dans le même, c'est bah justement de créer des templates, c'est-à-dire de faire de certaines images des templates qui n'en sont pas à la base, et notamment avec, par exemple, je sais pas, des vieux clichés, style un peu vieux clichés hollywoodien, tout ça, ça me plaît bien. Et voilà, de créer le template, c'est encore mieux. Et ce que je trouve Alexandre fait bien, et c'est ce qui a fait aussi que c'est devenu mon petit préféré de l'Instagram, c'est qu'en fait, il reprend un template qui est très connu, que tout le monde connaît, mais il lui rajoute des visages, il le détourne, c'est-à-dire qu'il retravaille le template de base avant de lui ajouter la caption, et il n'utilise pas juste caption template, mais il refait un travail artistique par-dessus. Mais au fait, comment se sont-ils rencontrés et comment ont-ils fini par collaborer? Quelle est leur démarche de création? Comment faire lorsqu'on ne trouve pas de template qui colle avec l'actu dont on veut parler? La rencontre avec Super DA, au départ, c'était plus un truc de caption. C'était au départ des captions qui n'allaient pas, je me souviens. Bah, au départ, j'étais polie, c'est-à-dire que quand même, je me permettais pas de lui dire que sa caption était à chier,
Mais parce que de toute façon, j'ai été d'abord un peu la groupie, hein, la followeuse numéro un qui à chaque fois commentait les stories, etc. Et en fait, Voilà. non, j'ai commencé en fait lui envoyer d'autres captions qui pouvaient très bien se marier avec le template qu'il avait choisi. Et deux, trois fois, il m'a dit, ah putain, ouais, merde, il a quand même avoué que c'était mieux. Ah, bah, si j'avais su, je te l'aurais montré avant et tout. Et puis, bah, du coup, j'ai fait un petit stage de quelques semaines. Et puis, euh, et puis j'ai été engagée en, on va dire, en CDD. Et puis, voilà, j'ai obtenu maintenant un statut un peu plus important au sein de cette entreprise de création de mèmes. Et qui me permet on va dire, de donner un peu plus d'ordre et de râler un peu de façon moins polie quand les captions ne vont pas, quand elles sont trop longues, par exemple. Ça, c'est le gros défaut d'Alexandre. C'est pour moi quand il fait des captions trop longues. Alors, je sais pas si c'est son métier qui lui, je sais pas si c'est à cause du fait que tu sois prof, que tu aies ce côté très pédagogique. Faille expliquer aux gens, voilà, il faut que la caption, elle soit bien claire, etc. Tu vois. Il est déjà en train de s'agacer, là. Et en fait, non, moi, je suis plus à dire non, raccourcis-moi ça, épure-moi ça. Et lui, il me dit oui, mais il faut bien que les gens comprennent. Je dis, bah écoute, ceux qui comprennent, ils comprennent, et ceux qui comprennent pas, tant pis pour eux. Et c'est là-dessus qu'on n'est pas tout le temps d'accord. En fait, maintenant, ça va au-delà. C'est-à-dire qu'il y a eu une première phase où elle disait, ouais, tes mèmes sont géniales, c'est trop génial. Ensuite, moi, j'étais flatté, donc j'envoyais mes mèmes en exclu. Ils Tu vois, étaient même géniaux, c'était je la crois. phase exclue. Hein? Ils étaient même J'ai pas géniaux. entendu. Encore mieux que génial, ils étaient géniaux, je crois. Ah oui, ouais, c'était génial, ouais, effectivement. Bon, tu couperas au montage, là, comme elle disait, là, la chiapa. Donc, c'était géniaux. Ensuite, je lui ai envoyé en exclu, tu vois, c'était la deuxième phase. Et donc, elle disait, ouais, ouais, c'est trop génial. Ouais, trop génial, mais, voilà. Et de fil en aiguille, me disait, bon, bah, écoute, ok, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Et en fait, bam, elle te balance un truc qui est bien. Une bonne caption, efficace. Voilà. Tout ça se fait dans le temps, etc., etc. Et du coup, bah, maintenant, alors, il y a eu la deuxième phase où, en fait, c'était un peu, voilà, validation. Mais c'est quand même moi qui ai amené l'actu, etc., etc. Et ensuite, il y a eu troisième ou quatrième phase où Madame amène l'actualité en disant, tiens, il y a ça, il faut faire un truc là-dessus. Et cinquième phase où elle amène l'actu, elle trouve le template, elle dit, il faut faire ça. Et en fait, moi, je fais que l'exécution. Voilà. Et ça, en fait, Tu t'es fait bisuter, quoi. euh, ouais, mais non, parce que moi, en fait, ça m'intéresse. Moi, le but, c'est quand même de fournir du contenu. Mais en fait, Oui. c'est vrai que des fois, dans ma vie trépidante, j'ai pas toujours le temps, pas toujours le truc. Et c'est vrai que voilà, certaines actus qui sont assez pointées, certains thèmes qui sont récurrents avec Eva et Aimé, etc., que moi, j'aurais peut-être pas forcément découvert sur Twitter. Euh, voilà, avec le template offert, bon, bah hop, je fais le montage et c'est vrai que voilà, non, non, c'est bien. Et après, il y a donc du coup Ouais. cette étape 4 là, dont tu as parlé un peu, et qui est la plus sympa, c'est quand en fait on a repéré une série d'actu, qu'on s'envoie et on dit bon bah là il faut faire un truc sur ça, ça, ça. Mettons, on s'envoie trois sujets et bon bah pour tel sujet, quel template, quelle caption, et là on va chercher un petit peu en même temps. Et moi je fais Voilà. des petits brouillons avec mon appli de téléphone toute pourrie. Et puis je lui envoie pour qu'il fasse des choses jolies. Donc du coup, Princesse Déa n'est pas du tout équipée pour créer des mèmes de qualité. Mais Durand, lui, qu'est-ce qu'il utilise? Alors moi, je fais tout sur Pixar. Donc Pixar, c'est une application qui est essentiellement sur un téléphone. Voilà, c'est pas un truc qui fonctionne sur ordi. Donc moi, au départ, c'était Photoshop, mais un Photoshop que j'utilisais souvent pour faire les montages pour mes sculptures et les installations. Donc j'utilisais Photoshop photographe, mais pour faire retouche de photos. Voilà, classique. Donc au début, j'ai commencé à faire des montages qui n'étaient pas vraiment des mêmes, mais des illustres avec Photoshop aussi sur l'ordi. Et en fait,
Dans certaines situations, je me suis retrouvé en phase où j'avais pas l'ordi sous le coude ou ni le portable ou ni le machin ou la mauvaise version de Photoshop. Et j'ai donc découvert Pixar par cette espèce de communauté de Norchid Actu et de BF même, avec des versions plus ou moins craquées, etc., qu'on m'a dit d'installer. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis retrouvé à ne travailler que là-dessus. Et donc, ce que je dis, c'est je travaille tout au doigt sur mon petit écran, là, mon petit Android. Ça peut aller de 3-4 minutes à 5-10 minutes. Et avec certains montages qui me posent problème. Parce qu'en fait, le montage en lui-même de Pixar, oui, mais il y a aussi récupérer toute l'iconographie derrière. C'est-à-dire récupérer toutes les têtes, toutes les tronches, les bons angles aussi. Parce que tu prends un TP qui est connu avec un personnage qui est de 3/4 vu d'en haut, et tu veux mettre la tête de Rotailleux dessus, mais il faut que la tête de Rotailleux aussi soit de 3/4 vue d'en haut, et en plus avec une tête sarcastique ou narquoise ou ignoble. Donc il y a aussi toute cette recherche iconographique que DA fait pas assez d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est pas facile et Non mais sérieux? c'est très très long. Entre le moment où on s'échange l'actu, je trouve un template, on trouve les têtes bien adaptées pour qu'il les ajoute au template. Ouais, ouais, et ben, c'est vrai que je m'y mets de plus en plus et c'est très très long. Alexandre, lui, il a un rempart à tous les problèmes, c'est le template bleu. C'est-à-dire que dès qu'on trouve, dès qu'on trouve pas le template idéal, et ben, il nous ressort ce template bleu qui est son préféré avec le petit bonhomme. Voilà. Vous pouvez retrouver ce fameux template bleu sur le compte Instagram Durand Alexandre. Et je vous invite également à suivre le compte de Aimer le Stickers qui lutte contre les violences faites aux femmes et dont les stories sont un très bon relais info sur le sujet. Je remercie mes 2 acolytes pour cet échange intéressant et drôle qui a duré presque 2 heures. Et je vous dis à mardi prochain pour un nouvel article sur le blog.